Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde sur la cybersécurité en France. Je me présente rapidement, je suis Louis de 50 Partners. On est actuellement dans les locaux de 50 Partners et pour en dire un tout petit peu plus, nous sommes un accélérateur et fonds d'investissement co-créé par plusieurs entrepreneurs qui s'engagent dans le suivi de jeunes projets, dans l'accompagnement de startups. Donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on accompagne des projets dans l'impact, dans la santé, dans le Web3 depuis peu, et dans le digital, donc comprenant les enjeux et les sujets de cybersécurité. Pour cette table ronde, je suis accompagné de Zoé. Alors du coup, moi c'est Zoé, je travaille chez BPI France, autrement appelée la Banque Publique d'Investissement. Je suis dans tout ce qui est investissement et j'ai notamment une verticale cybersécurité. Je ne vais pas m'étendre sur la Banque Publique d'Investissement parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est un organisme qui est là pour accompagner les entreprises dans leur croissance avec du financement, de l'accompagnement, tout un tas d'autres solutions. Je vais plutôt laisser nos invités se présenter. Déjà, merci de votre participation. Et je pense qu'on va commencer par toi, William. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc William Lecam, moi je suis directeur d'investissement chez Cyber Impact Ventures, qui est un fonds d'investissement spécialisé en cyber et en amorçage. Et avant ça, j'étais le coordinateur pour la stratégie nationale cyber, qui est le plan à 1 milliard qui a été annoncé par le président en 2021. Et donc je travaillais beaucoup avec BPI France à l'époque, toujours un peu maintenant. Et ce qui fait, je pense que c'est ces deux facteurs qui font qu'on m'a invité ce soir pour parler avec vous de cybersécurité. Bonsoir à tous, donc je me présente, Éric Fourier, donc fondateur de GuildGuardian. On fait de la sécurisation du code source et des outils de développement en général. On a commencé par tout ce qui est détection de secrets, et maintenant on s'étend à d'autres verticales, tout ce qui est infrastructure as code security, software composition analysis. Et voilà, une boîte créée il y a 5 ans, qui s'est beaucoup étendue aux US. Guillaume Vassoulière, donc moi je suis le président et cofondateur de YesWeHack, donc c'est une plateforme de bug bounty, leader européen et asiatique. Donc nous on fédère une communauté de 45 000 hackers dans le monde, dans 160 pays. On va sécuriser tout ce qui peut être sécurisé. En gros, on est en mode hack the planet pour nos clients dans le monde entier. Donc nous on a des clients dans à peu près une quarantaine de pays. Donc on est assez content de l'internationalisation de YesWeHack. Bonsoir, et moi je suis Jean-Baptiste Avia, donc je suis CTO et cofondateur de Screen, qui était une solution de sécurisation d'applications web. On remplace des solutions legacy avec des nouveaux concepts, et on s'est fait acquérir par Datadog en 2021, donc un des leaders de l'observabilité. Et maintenant on est en train de démocratiser la sécurité au sein d'une entreprise qui vendait initialement des produits pour les devs et les DevOps. Et je suis super content d'être ici ce soir parce qu'on a commencé Screen en 2015. Là, puis encore derrière. Et voilà. J'aime beaucoup cet endroit et ces gens. Merci à tous les quatre pour votre participation. Pour vous en dire un tout petit peu plus sur cette table ronde, on va essayer de tout faire tenir en 1h10, 1h15 maximum pour pas que ce soit trop long. Et pour vous en dire un peu plus sur le programme, on commencera par une introduction, une présentation faite par Zoé pour définir un peu les concepts de base et donner quelques chiffres clés pour alimenter nos échanges. Et ensuite, on essaiera de structurer notre discussion autour de 4 grandes thématiques. Une première qui portera vraiment sur les nouveaux risques et la recrudescence des attaques en cyber, faire un peu un panorama de ces nouveaux risques, avant d'aborder plus les réponses face à ces nouveaux risques et peut-être évoquer ou faire un peu un avis, un bilan sur l'écosystème cyber en France, avec un grand nombre d'acteurs qui ont émergé ces dernières années. On essaiera de parler d'un problème assez fort ou récurrent dans la cyber qui est un peu la pénurie de talent, le manque de profils parfois adéquats sur ces thématiques. Et enfin, un dernier point, après avoir vraiment échangé sur l'écosystème cyber français, on essaiera de prendre un peu de recul et de mettre un peu cet écosystème dans un contexte international et comparer un peu, on va dire, France vs Monde. Et enfin, si on a le temps, à la toute fin, on évoquera comme mot de la fin, les opportunités un peu cyber que vous voyez là émerger sur les 2-3 prochaines années et des questions du public, 5-10 minutes de questions du public en fin d'échange. Mais pour commencer, je laisse Zoé présenter. Oui, oublié, mais en toute fin aussi, il y a un petit cocktail si vous voulez rester pour échanger encore plus tous ensemble. Du coup, chose n'est pas facile que de commencer une introduction sur un sujet aussi large que le marché de la cybersécurité en France. Déjà parce que la cybersécurité, vous en êtes tous conscients, c'est un mot simple qui en réalité très complexe et qui recouvre une définition très complexe. Si on prend une définition, la cybersécurité, c'est un ensemble de techniques et de solutions
de sécurité pour protéger la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité de la donnée. Un peu plus subtilement, cette protection, elle prend place sur tout le long du cycle de vie de la donnée, donc de sa création à sa destruction en passant par le stockage et la transmission de la donnée. Donc là, on se rend déjà compte que c'est assez complexe et que ça recoupe beaucoup de technologies. Pour vous donner un exemple plus concret, si on prend le mapping que fait Wavestone et BPI France sur les startups de la cybersécurité, on se rend compte qu'on divise la cybersécurité en 19 sous-secteurs. Et ces 19 sous-secteurs, ils sont tous variés et différents. On peut avoir la protection de l'IoT, ça passe par la protection du cloud ou même la sensibilisation des collaborateurs. Maintenant, si on part du prisme un peu plus du marché de la cybersécurité en France, là aussi, on se heurte à un marché très large, tant il est dynamique et changeant ces dernières années. Pour vous donner encore un ordre d'idée, ce marché il était 2 milliards 300 000 en 2020. Il est passé à 3 milliards en 2022 et on l'estime qu'il dépassera les 4 milliards en 2024 ou 2025. Donc ce marché est très dynamique. Les raisons ne sont pas que le marché français, c'est dynamique en tant que tel, ne serait-ce que par les nouvelles technologies qui découlent de la cybersécurité. On peut parler de la 5G, on peut parler de l'intelligence artificielle ou du cloud, mais aussi des tendances un peu de fond qui ont transformé la société ces dernières années. Il y a très longtemps, la digitalisation des entreprises, mais également plus récemment avec le Covid, tout ce qui est télétravail qui change et qui bouleverse grandement cette cybersécurité. On a quand même des spécificités françaises à ce dynamisme. On est un des pays, bien que loin derrière Israël et les États-Unis, un des pays très dynamiques en Europe. En 2020, encore une fois, pour donner des ordres d'idées, on était à 90 millions d'investissements en cybersécurité. En 2022, on est à plus de 600 millions. Donc il y a quand même un grand dynamisme de ce côté-là dans l'écosystème. Ce qui permet l'émergence de super champions et d'acteurs qui font la cybersécurité demain, comme sont nos intervenants ce soir. On a aussi beaucoup d'initiatives du gouvernement là-dessus. Justement, il y a la stratégie nationale d'accélération qui a lancé un plan de plus d'1 milliard début 2022, avec notamment un grand axe sur l'innovation et sur la dynamisation de l'écosystème de manière générale. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la cybersécurité, c'est un secteur très dense, très compliqué, un secteur très dynamique, mais le mot que je n'ai pas cité depuis le début, c'est que c'est maintenant un mot du quotidien. Je pense que si ce n'est pas vous, c'est votre voisin, ou en tout cas vous avez entendu parler dans les journaux de la recrudescence et de l'explosion des cyberattaques ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait du x8 en France entre 2019 et 2021, ce qui est énorme. Le dernier rapport de Dell, il évoque 9 entreprises sur 10 ont été victimes d'une cyberattaque ces dernières années, donc ce qui est conséquent. Tout le monde, si c'était presque, oui, tout le monde a été victime d'une cyberattaque. Ces cyberattaques, on les connaît tous, c'est du phishing, c'est du déni de service, c'est du malware. Il y a quand même plusieurs spécificités, c'est que la plupart se servent de l'intelligence sociale, c'est-à-dire la manipulation des personnes pour leur soutirer des informations, ou en tout cas leur faire faire une action. Et autre particularité de ces cyberattaques, c'est qu'on assiste à une véritable professionnalisation du hacking. On parle même maintenant d'industrialisation du hacking. On évoque le ransomware as services comme on évoque un logiciel SaaS. Et c'est un marché extrêmement lucratif qui peut faire pâlir la plupart des fonds d'investissement. C'est un marché qui va dépasser les 10 trillions de dollars en 2026 dans le monde. Du coup, on vient à ma première question qui va rester assez générale comme cette introduction, mais comment vous expliquez l'explosion des cyberattaques ces dernières années ? Du coup, je commence. Je pense que c'est intéressant. Souvent, on se dit l'explosion des cyberattaques, c'est la numérisation, du coup, la surface d'attaque qui est plus grande. Mais en réalité, c'est probablement mineur dans le vrai déclencheur. À mon avis, et c'est peut-être un peu anticonformiste, mais le vrai déclencheur, c'est les crypto-monnaies. Parce qu'en réalité, ça a permis la criminalisation de la menace. Et du coup, aujourd'hui, la menace cyber, elle est à 95% cybercriminelle. Et c'est des acteurs économiques qui ont besoin de récupérer l'argent des rançons. Et l'argent des rançons, elle se récupère via la crypto-monnaie. Donc en réalité, si on regarde, c'est quand même ça le gros déclencheur du début de la courbe exponentielle d'augmentation des attaques, qui fait que maintenant, c'est un marché, en tout cas c'est un domaine qui est trusté par des mafias ou des cybercriminels qui sont structurés,
qui se sont structurés beaucoup plus vite que les défenseurs. Quand on voit ce qui a été mentionné, ransomware as a service, en fait, ils sont structurés sur la partie ingénierie, ils développent les outils, ils les vendent. Ils sont structurés sur la partie compromission, où on se rend compte qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour compromettre, et ensuite ils revendent les accès compromis à des gens qui sont spécialisés pour faire l'exploitation. Et c'est tout un écosystème qui est assez impressionnant quand on y pense et qui s'est développé extrêmement vite, en même temps que les attaques. Donc, sans cette partie crypto-monnaie, on n'aurait pas les rançons, on n'aurait pas la partie incentive économique, et on serait encore dans la partie cybermenace d'il y a 30 ans, qui est principalement de l'activisme ou des menaces étatiques. Aujourd'hui, je pense qu'on sait tous que c'est plus de la cybercriminalité que tout le reste. Et ça sous-entend quand même des moyens de défense qui ne sont pas exactement les mêmes face à un cybercriminel que face à une menace étatique, par exemple. En particulier, je pense que c'est important de se dire qu'on n'a pas besoin d'être les plus sécurisés, mais probablement mieux sécurisés que son voisin pour pouvoir échapper à un cybercriminel potentiellement. Je trouve la vision de William intéressante. J'avais jamais vraiment fait le parallèle entre l'essor des crypto-monnaies et les attaques, donc c'est un point de vue que j'estime. Moi, je pense que c'est aussi lié à autre chose. Il y a une surface d'attaque qui est en train d'exploser parce que, comme on dit, software is eating the world. Donc, on retrouve du software partout et maintenant même nos boulangeries ont des TPE pour payer ou feront leur compta en ligne et reçoivent leurs commandes par email. Et en ce moment, on achète beaucoup de galettes des rois. Et donc, pour moi, une des vraies différences, c'est que tout ce software qui aujourd'hui est partout sur Internet et qu'on retrouve très facilement, en fait, a été construit avec des technos qui ont souvent 10, 15, 20 ans. La plupart des langages qui dominent le web aujourd'hui, Python, PHP, Java, tout ça, c'est né en 1995, la même année, c'est rigolo. Et en fait, c'est des langages qui ont plus ou moins été pensés pour la sécurité et qui sont eux-mêmes basés sur des technologies qui elles-mêmes n'ont pas vraiment été pensées sur la sécurité. Et dans les années 1970, quand on a inventé toutes les briques de l'IT d'aujourd'hui, Linux, le C, en fait, toutes ces choses-là n'ont pas été pensées pour la sécurité, elles ont été pensées pour fonctionner, et on était très loin d'imaginer encore Internet et de devoir se défendre contre des acteurs différents. Et quand on regarde un peu toutes ces briques logicielles, moi je pense souvent à une pyramide, où au sommet de la pyramide, il y a quelques petits composants logiciels essentiels et rares. Ça va être Linux, Windows, ça va être les compilateurs, les processeurs. Et c'est des choses qui sont très très dures à attaquer. Et donc il n'y a que des acteurs étatiques qui vont se permettre et réussir de les attaquer pour de l'espionnage, de la guerre économique et des choses comme ça. Et plus on descend dans la pyramide, à la fin, on va trouver quoi ? On va trouver des logiciels qui utilisent toute cette pile sans avoir du tout pensé à la première. Et donc ça va être notre SaaS pour, payer son syndic ou pour justement faire une commande à sa boulangerie de galettes des rois. Et donc toutes ces piles logicielles, plus on descend, plus elles sont loin des problématiques de sécurité, plus elles sont faites par des gens qui sont loin des problématiques IT, puisque si vous faites un SaaS de commande de galettes des rois, vous n'allez pas penser directement à la sécurité, vous allez plus penser à comment je sers mon boulanger et les personnes qui veulent les acheter. Et donc, pour moi, l'explosion de la menace, elle vient aussi du fait qu'on a une maturité en termes de développement logiciel sur la sécurité qui est beaucoup, beaucoup plus faible qu'on devrait l'avoir, puisqu'on a construit toutes ces briques en les imaginant très loin d'être aussi proliférantes sur Internet. Voilà, petit parallèle. Moi, je vais ajouter un peu aussi pour rejoindre ce que tu dis, Jean-Baptiste, sur aussi la partie un peu l'humain dans l'équation, et surtout sur la partie développement de ces applications, donc tout ce qui est en fait la révolution qu'il y a eu ces dernières années sur le monde du développement et la vitesse à laquelle on demandait aux développeurs de développer, donc de sortir vite des applications, toute la révolution du cloud, finalement, où il a fallu basculer des applications qui étaient dans des réseaux privés sur un cloud public, qui a quand même créé effectivement une nouvelle surface d'attaque énorme, qui est aujourd'hui maintenant, on parle beaucoup de cloud security, donc qui rattrape un peu finalement toute cette migration au cloud qui a été faite au cours des 10-15 dernières années. On parle aujourd'hui effectivement de DevSecOps, de tout rattraper, toute l'innovation qui a été faite sur développer en agile, réaliser plus vite, avec réaliser tous les jours, voire des fois des entreprises qui font 10 déploiements par jour. Et donc effectivement, pour rejoindre ce que dit Jean-Baptiste,
La sécurité met du temps à rattraper les choses. C'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Hein. Dans la vie, c'est pareil. C'est toujours plus facile de détruire que de créer des choses. Et là, effectivement, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Même nous, dans ce qu'on fait chez GitKardian, finalement, on fait des choses très simples. Hein. C'est trouver des secrets dans le code, donc des clés d'API, des mots de passe. Et on se dit, c'est quand même très simple de ne pas mettre de secrets finalement dans le code. Il suffit juste de dire aux gens de ne pas le faire. Mais la réalité et l'état du monde, c'est qu'il y en a plein parce que finalement, les gens ont voulu aller vite. On a voulu faire les choses très vite. Et donc, il faut rattraper un peu tout ce legacy qui a été créé. Donc, il y a aussi une partie en fait, culture à mettre d'essayer de faire que la sécurité soit pensée vraiment en amont des process, qu'on appelle un peu tout ce qui est shift left sécurité. Donc cette idée de penser les process de sécu quand on crée le code et quand on crée les choses et pas venir finalement après, où non seulement ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, et la marche finalement à parcourir paraît énorme pour une entreprise de devoir sécuriser une application après 15 ans de développement que de commencer dès le début quand on crée les premières lignes de code. C'est bien de passer le dernier, comme ça ils ont tout dit. Non, mais alors moi je suis complètement d'accord avec tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est l'accès à la technologie, quoi. Aussi bien pour les attaquants que nous, utilisateurs. Donc du coup, on va ouvrir plus de portes. On est peut-être un petit peu moins aussi, plus confiant sur l'utilisation justement de cette nouvelle technologie, puis on fait moins attention. Donc du coup derrière, en fait, le coût du transistor pour un attaquant, comme tu disais, il y a l'industrialisation, la crypto. Je pense que oui, c'est un virage qui était important parce que à l'époque c'était un peu différent, c'est l'argent liquide où on s'arrangeait, tout le monde s'arrangeait entre eux, quoi. Et puis après les surfaces d'attaque comme tu disais, puis après le cloud, etc. Mais le time to market est en fait essentiel et aujourd'hui en fait tout le monde veut sortir des choses très rapidement, mais au final c'est l'argent. Un industriel va mettre, je sais pas, tu te rappelles le web. On avait tous une box Wi-Fi qui était vulnérable, mais ils l'ont quand même mis sur le marché parce que on fallait démocratiser l'internet, démocratiser le Wi-Fi, mais tout le monde savait que c'était vulnérable. Mais au final, à la fin, vous avez tous acheté une box qui était vulnérable. Et c'était sur le marché. Et au final, il y a toujours ce time to market. Et donc, du coup, même si on va imbriquer des choses qui sont dans des concepts plus sécurisés, mais avec des technologies qui sont anciennes, comme tu disais, hein, parce que du coup, Linux, Unix, etc., on voit qu'il y a toujours des failles, de toute façon, hein, même encore aujourd'hui. Et Microsoft, on n'en parle pas. Et Apple, c'est tout en haut de la pyramide, mais il n'y a jamais de faille sur Apple, bien entendu. Mais je pense que l'accès à la technologie a fait que ça s'est industrialisé au global. Hein. C'est comme quand on transpose le surf, le skate au début, c'est une passion d'initié. Puis après, à un moment donné, ça s'est industrialisé. Il y a tout et rien. Puis il y a toujours les gens qui sont issus de ces communautés qui voient justement ce changement différent. Et on le voit justement, les surfaces d'attaque, le Covid, ça a accéléré vraiment fortement justement ces surfaces d'attaque. On a vu des banquiers partir avec leur PC chez eux. Alors ça s'était jamais vu. Hein. On arrive sur un réseau, on est sur un réseau sécurisé, puis on part chez soi dans un réseau. Au final, on a potentiellement une box qui est vulnérable. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent facile pour les cybercriminels dans le sens où ils ont pu voler une banque, attaquer un fourgon blindé, faire du trafic d'armes avant, s'équiper, etc. Enfin, ils sont derrière un ordinateur, ils achètent un ordinateur sur eBay. Voilà, l'accès à la technologie est différente, l'outil est différent, et puis après on a tout le contexte géopolitique aussi qui vient couvrir tout ça. Donc c'est normal, de toute façon, ça fait partie de notre quotidien maintenant. On en a partout, dans les voitures, même au-dessus de nos têtes. Je vais peut-être finir sur une note un poil plus positive, parce que j'ai l'impression qu'on a dit que le monde courait à sa perte là. Tout ça est vrai et exact. Après, les cultures sont en train de changer. Les technologies des années 70 dont on a parlé sont en train de changer drastiquement aussi. Tu parlais du web. Aujourd'hui, il y a des lois de certains pays qui commencent à arriver en mettant des niveaux de sécurité minimum. Hein. Je crois que c'est en Angleterre, la loi dit qu'on n'a plus le droit de sortir un logiciel avec un mot de passe par défaut.
Donc rien que ça, c'est une des... Enfin, moi j'ai été pentester, hacker pendant longtemps, c'était une grosse façon d'accéder facilement à plein de systèmes. Voilà, maintenant, un fabricant de produits n'a plus le droit de faire ça au UK. Évidemment, ça va se généraliser et ça va arriver. Donc les cultures de développement logiciel sont en train de changer, les technos de base sont toutes en train de se changer pour aller vers des choses plus sûres, etc. Donc voilà, le monde ne court pas à sa perte et on va rattraper un petit peu les choses. Évidemment, c'est toujours le chat et la souris, mais voilà, ne soyons pas dramatiques. Merci Jean-Baptiste. Je vais peut-être remettre une petite couche d'inquiétude. Je voulais vous poser la question sur très rapidement un peu les nouveaux risques ou nouveaux types d'attaques qui ont peut-être émergé ces 2-3 dernières années. Les plus connus, celles qu'on entend tout le temps parler dans les médias et tout, c'est les techniques de phishing, d'hameçonnage. Je suis curieux d'avoir l'avis par exemple de Guillaume sur VIA et Osouillac. Est-ce qu'il y a des demandes particulières ou des types de projets qui reviennent plus souvent à travers les missions de Yesouillac? Aujourd'hui, il y a tout cet aspect framework. Donc en fait, les gens ont plutôt tendance, toutes les vulnérabilités, là on va rentrer un peu tout ce qui est top 10 au WASP, par exemple, on a formé les développeurs autour de ça, c'était important, qu'ils connaissent le WASP par cœur. Donc là, on se base sur des frameworks où dès le démarrage, entre guillemets, les inputs ils sont mieux filtrés, etc. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est, on va avoir des profondeurs applicatives qui sont plus importantes qu'avant. C'est-à-dire un applicatif, un site de e-commerce va faire plus de choses, faire une banque, et donc du coup c'est plutôt du secure, plutôt business logique. On appelle ça, par exemple, un truc qu'on aimait bien faire dans les années 2000, c'était faire des paniers négatifs. À la fin, tu changeais le prix dans l'input, et puis en fait on en retrouve encore aujourd'hui en 2023, et c'est typiquement des problèmes de conception sur le cahier des charges. Ça, c'est des grosses tendances qu'on voit parce que les applications ont plutôt tendance à se complexifier et vont être plutôt sur de la logique business. Donc ça fait partie du top, mais globalement c'est mondial. Et après nous on est un petit peu des petits artisans, puisque on va plutôt tester des solutions applicatives, mais pas ce qu'on peut voir sur les ransomware. Ça va être essentiellement des problématiques où par exemple des mises à jour qui ne sont pas faites sur les postes de travail, et puis après le ransomware il se déploie, attaque de phishing avec des problématiques de mots de passe, on n'a pas activé la double authentification, tout ça c'est plutôt ce que vous voyez dans les médias, phishing, c'est toujours un scénario pour arriver à ça se fait pas en déployant comme il y a longtemps un point exe. C'est toujours un scénario où on va imbriquer tout un tas d'éléments techniques et non techniques, parce qu'il y a toujours cet aspect renseignement aussi avec tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est de l'information qui est essentielle pour un attaquant. Donc c'est un ensemble de choses qui va faire qu'une attaque va être réalisée et efficace. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit dans la presse. Nous, on va plutôt travailler sur des failles, vraiment des failles logicielles, pour pouvoir les exploiter, les détourner de leur utilisation, ou en tout cas jusqu'à prendre le contrôle complet du système d'information du client. Mais globalement, on va avoir, ça c'est plus ton sujet, les sujets de cloud, mais même toi aussi, par rapport aux applications que vous avez créées, vos sociétés, qui sont plus sur justement les problématiques de cloud. Et je vais passer la main. Moi, je vais commencer par le statique, tu feras le runtime après, Jean-Baptiste. Effectivement, vous entendez beaucoup parler en ce moment, il y a les nouveaux types d'attaques, donc pour ce qui est la partie sécurité du code, etc., de tout ce qu'on appelle en anglais supply chain sécurité. C'est cette idée de concevoir finalement la production de code exactement comme une chaîne industrielle, où on va prendre finalement des composants qui viennent d'usines différentes, et c'est en fait les nouvelles attaques où il y a des attaques à la fois en externe et en interne. Donc en externe, c'est cette idée de dire qu'aujourd'hui, quand on construit une application, on va utiliser plein de briques extérieures. Ça peut être des packages open source, ça peut être des packages propriétaires. Et si ces différents composants ont des vulnérabilités, mon application peut hériter de ces vulnérabilités, ou alors un attaquant peut essayer de mettre un malware dans un de ces composants et finalement pénétrer ma supply chain, et donc mon cycle de production, et par là, en faisant des attaques un peu en latéral, notamment en volant des secrets, d'avoir accès à de plus en plus de composants dans mon système informatique, en partant
de tout ce qui est le VCS, de GitHub, de la CI. On peut accéder après au cloud, du cloud, on peut accéder effectivement aux bases de données. Dans les bases de données, on va trouver en fait finalement de la donnée client et là faire des ransomware et commencer à essayer de gagner de l'argent en tant que hacker. Mais je pense que vraiment ce qui a changé dans ces nouveaux paradigmes d'attaque, c'est un peu tous ces rebonds et la complexité de partir d'un point A et arriver à un point D en passant par différentes étapes. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de se protéger, de protéger à ces différentes étapes. Et donc là, effectivement, en supply chain, le mois de décembre a été assez riche en nouvelles, puisque le code de Slack a leaké, une partie du code de Slack a leaké. Il y a Okta qui a leaké aussi une partie de son code. Donc il y a un grand provider de tout ce qui est authentification unifié, et il y a eu un des plus gros hacks dans tout ce qui est supply chain sécurité, qui était le hack de CircleCI, c'est-à-dire qui est un provider de ce qu'on appelle l'intégration continue, donc qui aide à faire finalement à tester des applications, à les déployer, et qui a pour ce faire, il a besoin d'avoir accès à plein de clés d'API et de passwords de ses clients. Et un hacker a réussi à avoir accès à tous ces mots de passe, donc il y a une faille énorme, et donc ils ont dû le 23 décembre envoyer un petit communiqué en demandant à tous leurs clients de faire une rotation globale de tous leurs secrets. Donc ça a créé effectivement pas mal de remous dans les boîtes tech. Donc je pense que c'est des attaques qui vont avoir lieu encore plus au cours des prochaines années. Il faut effectivement vraiment sécuriser cette partie-là. Donc il y a effectivement plein de choses à faire en ce moment sur la sécurisation des paquets open source, de sécuriser aussi en interne finalement son cycle de développement logiciel en sécurisant les outils, le code à l'intérieur. Et après, il y a toute la partie applicative et cloud. Donc là, je vais te laisser dire toutes les belles choses que vous avez fait à Screen et ce que vous continuez à faire à Datadog. Bah oui, effectivement. Donc merci. Et moi, le mot qui me venait en premier sur les nouvelles menaces, c'est effectivement supply chain security. Donc avec toute cette partie code, dépendance, etc. Et le pendant est évidemment runtime, c'est-à-dire quand on déploie une application, il n'y a pas que du code, il y a aussi de nombreux autres composants logiciels qui peuvent aller du load balancer à les outils de monitoring. Donc je pense à Datadog et on a de la chance d'avoir été tout le temps très très actif là-dessus, et on a un concurrent qui s'appelle SolarWinds qui par exemple en 2020 s'est notamment fait attaquer, et donc il y a des hackers qui ont pu utiliser SolarWinds qui était implanté dans beaucoup de réseaux, notamment de l'administration américaine, d'entreprises du Fortune 500, et donc utiliser ce composant pour dynamiquement aller accéder à un réseau et aller chercher des choses à l'intérieur. Et donc en général, c'est dans la production, donc c'est très très proche des bases de données, des applicatifs critiques, et de là où circulent les données les plus sensibles. Donc de quoi faire très mal en termes de leak. Donc oui, supply chain security, très important. Et donc ça, évidemment, c'est en train de augmenter aussi, puisque l'état du marché fait qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus une application de bout en bout. La complexité est trop importante, le coût serait trop important. On va utiliser beaucoup de composants tierce-partie existants. Et plus on inclut des composants tierce-partie existants, plus il faut qu'on soit certain d'être capable de leur faire confiance. Peut-être qu'il faut qu'on ait lu drastiquement leur documentation pour être sûr de les avoir sécurisés proprement. Et donc, on augmente la complexité, et naturellement, on améliore les probabilités d'avoir une vulnérabilité. On augmente son risque, tout simplement. Je trouve que ce qui est intéressant sur les nouvelles attaques et sur le cheminement, ce qui a été décrit, c'est qu'il y a de plus en plus de durcissement en fait, de la partie logicielle. Et du coup, ça force les attaquants à faire deux choses. Soit ils se spécialisent et deviennent très très forts et ils continuent à exploiter les mêmes types de vulnérabilités qu'avant. Mais par exemple, sur Windows, dans les années 90, on avait une vulnérabilité, on exploitait le logiciel. On pouvait exploiter le logiciel. Maintenant, il en faut 2, 3, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qui font que c'est pas facile. Et l'autre solution, qui est beaucoup plus simple, c'est de se décaler, d'aller attaquer une partie moins dure. C'est pour ça que supply chain, c'est un gros problème maintenant. C'est parce que le gros donneur d'ordre en haut, lui, il a mis des millions d'euros sur sa sécurité. Du coup, c'est une cible qui est devenue dure. Et par contre, l'intégralité de sa chaîne, sa supply chain, c'est des plus petites boîtes, et c'est encore des cibles molles. Du coup, c'est plus facile à attaquer. Et au fur et à mesure, les attaquants, ils se décalent là où c'est plus facile.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, on voit que ça crée une énorme concentration sur un segment qui n'a pas particulièrement évolué, c'est la partie humaine. Le phishing, c'est quand même... Et c'est extrêmement dur parce que je pense que c'est très très dur de dire moi je ne cliquerai jamais sur un mail de phishing. Un mail qui est particulièrement ciblé avec une phase de préparation en amont qui fait que c'est un sujet avec un interlocuteur qu'on attend sur un mail qu'on attend, c'est quasiment impossible de ne pas cliquer. Et du coup, sur une attaque particulièrement ciblée, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Et de manière générale, maintenant, le mail de phishing, ça doit représenter quasiment 90% des vecteurs d'attaque. Et c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'aujourd'hui, si on a mis beaucoup de durcissement sur toute la partie logicielle, il y a encore un peu moins... Enfin, aujourd'hui, ça se déclenche pas mal, mais la grosse faille humaine, qui est le maillon faible, devient le maillon le plus faible en fait, de la chaîne, parce qu'on a mis beaucoup d'efforts sur tous les aspects techniques. Et du coup, ça crée maintenant des aspects disproportionnés de vulnérabilité sur cet aspect-là. Ça met un gros focus sur l'utilisateur. Et en réalité, c'est encore une faille technologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sécurité de tout un système repose sur l'utilisateur, ça veut dire qu'il y a un problème dans le design de la sécurité. Et aujourd'hui, on en est quand même encore à typiquement taper un mot de passe. Ça repose beaucoup sur un utilisateur. Et ça veut dire que c'est la source du problème. L'utilisateur, il y en a déjà des centaines de millions. Du coup, à un moment ou à un autre, il y en a un qui va faire une erreur. Et si c'est toute la sécurité qui tombe à cause de l'erreur d'un utilisateur, on n'a pas encore résolu tous nos problèmes. Mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une grosse concentration sur les maillons les plus faibles et qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est de plus en plus humain. Et justement, face à tous les nouveaux risques que vous avez évoqués, que ce soit statique, runtime, et aussi les complexités un peu plus logicielles que tu dois avoir, Guillaume, chez YesWiak, vous avez tous entrepris en plus dans des secteurs, on va dire, cyber un peu différents, avec des solutions, une approche en tout cas différente face à ces problèmes-là. Et on serait curieux d'avoir un peu votre avis et bilan un peu sur l'écosystème cyber en France, sur la faculté à faire émerger des solutions comme telles, là où l'écosystème s'est vraiment considérablement développé ces quelques années. Il y a à la fois, ne serait-ce qu'au niveau étatique, les différents plans de relance. William, tu en évoquais un au tout début, différents fonds deep tech avec une partie consacrée à la cyber, des garants, que ce soit la création de l'ANSI en 2009, des plans nationaux pour la sécurité du numérique. Il y a des acteurs, plus en plus d'acteurs spécialisés. On peut citer Cybercampus qui a été ouvert l'année dernière, qui a pour but à accompagner plusieurs startups dans la cybersécurité et faire émerger justement des grands acteurs, même des startups studios comme Exatrust, des fonds spécialisés, Cyber Impact Venture, etc. Et je serais curieux du coup non seulement d'avoir peut-être votre avis très général sur l'écosystème cyber en France et votre expérience perso aussi sur ce qui a été de créer une entreprise cyber dans cet écosystème. Peut-être commencer par William, parce que sur l'écosystème en général. Ouais, sur ton côté investisseur et même dans l'administration. Je pense que ce qui caractérise l'écosystème français en cyber, c'est qu'il est jeune. Et on ne se rend pas compte, on a l'impression que la cybersécurité, c'est un problème qui date d'il y a longtemps, mais en réalité, l'écosystème français, il est encore très jeune. Il y avait des précurseurs, des gens qui étaient en avance, qui sont d'ailleurs dans la salle assis à côté de moi, mais on voit qu'on est dans une dynamique qui démarre. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore 10 ans, il n'y avait pas vraiment d'écosystème cyber. Et en 10 ans, et on était probablement un peu en retard par rapport aux États-Unis, Israël, qui a démarré un peu plus tôt, mais pas énormément plus tôt. Donc ça veut dire qu'on est sur une dynamique déjà de démarrage. En plus, on est sur un secteur numérique. Et dans le numérique, les cycles sont très courts, que ce soit l'innovation, les déploiements, tout s'accélère. Donc on se rend compte que l'écosystème est jeune, probablement du coup pas mature, et en plus il est face à une accélération de son sous-jacent qui est le numérique, qui est extrêmement rapide. Du coup, il ne faut pas être trop dur avec l'écosystème. Première étape. Et je pense qu'en 5 ans, en 10 ans, on a fait énormément monter en maturité cet écosystème. On se rend compte qu'il y a des fonds d'investissement qui se spécialisent dans le domaine cyber. Il y a des structures d'accompagnement qui se spécialisent dans le domaine cyber. Il y a le campus cyber qui est là pour vraiment cristalliser les utilisateurs, les fournisseurs de solutions. Et il y a, tout ça a été facilité, accompagné par une prise de conscience politique qui fait qu'il y a de la législation, on a du financement,
On a énormément de choses en France et en Europe aussi qui permettent un alignement de planètes pour que l'écosystème se développe rapidement. Mais c'est un écosystème qui est encore naissant, qui va dans la bonne direction. Et l'exemple typique que je donne facilement en général, c'est les levées de fonds. En 2019, je venais de prendre mon poste pour un premier programme de financement. Les grosses levées de fonds, c'était 10 millions d'euros. C'était les plus grosses levées de fonds qu'on faisait en cyber en France. Maintenant, on en annonce à 40, à 50, ça choque personne. C'est les séries d'après, c'est les séries B. Mais on voit bien que l'écosystème du financement et des startups s'est structuré au fur et à mesure et que maintenant, la France porte de plus en plus de boîtes qui se développent rapidement et qui deviennent de plus en plus grosses. Donc on est vraiment sur une trajectoire qui accompagne en fait la trajectoire du secteur. Et la France est plutôt en avance, parce qu'on en reparlera, mais plutôt en avance sur ce domaine, à mon avis. Moi, j'ai une vision un peu différente, plus terrain de ça. Donc, ouais, nous, l'histoire a été un peu plus tumultueuse sur cette partie-là. Effectivement, moi, le seed, donc on a créé Guidia en 2017. Je pense que notre levée en seed était notre levée de fonds la plus difficile qu'on ait faite. On est d'abord allé voir des fonds français, personne n'y croyait. Je me souviens même d'un fonds qui m'a dit que GitGuardian c'était un feu de paille. Je m'en souviendrai souvent. Je lui ai redit après en série B bien plus tard, et je lui redirai plus tard. Non, ça a été compliqué pour donner quelques chiffres. Ce que tu disais, Zoé, sur l'investissement en cyber en 2022, et il y a eu 600 millions d'investissements, mais WIS, qui est une seule boîte israélienne, Allez, 18 mois, ils ont levé 600 millions de dollars. En 18 mois, ils sont passés de 1 million d'ARR à 100 millions d'ARR. Je pense qu'il y a un décalage de vitesse, finalement, entre la France et les US, et surtout Israël, en général, à la fois sur le plan des valos, comme sur le plan des talents et des fonds qui sont prêts à mettre de l'argent. Nous, quand on a créé GitGuardian, on était les premiers à faire donc de la secret detection en code security. Il y avait des projets open source, c'était la première solution enterprise. 2-3 ans après, on a 4-5 copycats israéliens qui lèvent en seed ce qu'on a levé en série B, donc 3 ou 4 ans plus tard, à peu près 40 ou 45 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a quand même un décalage de puissance, d'accélération à tout niveau, hein, que ce soit sur les VC, que ce soit sur les talents, que ce soit sur les entreprises. Hein. Nous, aujourd'hui, 90% de nos clients sont internationaux, 85% aux US. La France, c'est 4% au plus de nos clients. Donc à la fois commercialement, en VC, ça a été compliqué. Alors je pense que c'est en train de changer aujourd'hui. Nous, on le voit. Après, on avait un produit aussi qui était assez innovant à l'époque, et où je pense que le marché français n'était pas prêt pour acheter GitGuardian. Il fallait avoir fait sa migration cloud, il fallait commencer fallait connaître les pratiques DevOps, il fallait un peu être initié au DevSecOps. Donc je pense que technologiquement, malheureusement, surtout les grosses boîtes françaises, on a un peu de retard sur ça. Donc ça vient, mais le début était difficile. Bon, pour nous, ça a été... je pense que ça a été un de nos meilleurs, aussi une des raisons de notre succès, hein, de vendre aux États-Unis depuis la France dès le début. C'était très dur, mais c'est aussi une des raisons de pourquoi on en est là aujourd'hui. Ouais, le début n'était pas évident, et c'est vrai qu'on aurait aimé un écosystème et des fonds un peu plus solides, on va dire, à l'époque, hein, avec un peu plus de foi. Mais voilà, pour la petite histoire. 2017. La seed, on a créé la boîte en 2017, la seed en 2018, série A 2019, série B 2021. Et effectivement, aujourd'hui au capital, on a, par la BPI, on n'a malheureusement pas de fonds français. On a un fonds allemand, un fonds anglais et un fonds américain. Je te coupe la parole, Guillaume, je suis désolé. Ouais, je me retrouve pas mal dans le discours d'Eric, parce que donc, nous, on a levé initialement en 2015. Alors nous, les levées de fonds sont plutôt bien passées, mais on a fini par s'externaliser, par bouger aux États-Unis. On est devenu une boîte américaine en début 2018. Une des raisons, c'était déjà beaucoup plus grosse appétence du marché américain que du marché français, et pour la même raison, hein, une question de beaucoup de maturité technique. Donc en fait, mon associé a bougé avec sa femme et s'est
deux petites filles à San Francisco. Et c'est là qu'on a pu déjà trouver beaucoup plus de clients et avoir un market fit beaucoup plus fort, hein, avec des boîtes vraiment plus grosse maturité technique, hein, déjà adeptes du cloud, adeptes du déploiement continu, qui itéraient beaucoup. Donc il y a une culture du software à San Francisco qui n'est pas la même qu'ailleurs dans le monde. D'autre part, pour recruter des talents, marketing, sales, en particulier dans du SaaS, B2B, c'était beaucoup plus simple à San Francisco qu'à Paris. Donc tout ça nous a également permis d'accélérer. Et puis, je pense qu'après, il y a des facteurs un peu plus structurels en France et en Europe qui sont en train de changer, mais qui ne sont pas encore tout à fait là. Nous, donc, on a vendu Screen en 2021 à une entreprise américaine. 2 fondateurs français, néanmoins entreprise américaine. En fait, il y avait personne à qui on aurait pu vendre en France, personne à qui ça aurait fait du sens. Et donc voilà, notre seule issue, c'était vraiment une entreprise américaine. Et petit détail qui n'en est pas du tout un. Au moment de la vente, on était une entreprise de cybersécurité, donc de façon très normale, hein, le gouvernement a son mot à dire en disant si vous êtes quelque chose de trop stratégique, nous on peut dire non à la vente. Donc c'est normal, hein, tous les États un peu souverains font ça et vont empêcher des entreprises, je ne sais pas, qui vendent à la défense ou à des choses comme ça de partir. C'est logique. Et les États-Unis le font le premier. Par contre, les États-Unis donnent leur réponse en 2 semaines. Quand nous, l'État français nous a dit, alors ça va mettre 6 mois, et si jamais on n'est pas d'accord, ça va remettre 6 mois. Vous imaginez qu'une start-up, si on lui demande d'attendre 12 mois en ayant dit à tout le monde on va vendre, mais en fait on n'est pas sûr que ça se fasse, voilà, nous on s'imaginait déjà mettre la clé sous la porte. C'est des périodes qui sont inquiétantes. Donc je pense qu'il y a encore des leviers un peu étatiques et politiques qui se doivent d'être accélérés. Ça a été, je pense, les 2 mois les plus difficiles de ma vie d'investisseur, mais on s'en est sorti en 2 mois finalement. Donc ça, c'est les points un peu à améliorer et qui culturellement vont bouger. Si je prends le côté positif des choses, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de fonds d'investissement à Paris. Il n'y a pas que les Français. Hein. On voit Eric qui a levé avec des Américains, des Allemands. J'étais à un dîner mercredi dernier où il y avait des fonds américains qui venaient. Il y a énormément d'Anglais qui viennent aussi. Donc ça y est, la France est scrutée. On sent qu'il y a un vrai dynamisme. Il y a encore on est très loin d'Israël. Et alors, autant William, oui, je suis d'accord, l'écosystème est jeune. Moi, qui ai un côté un peu presque académique dans mon origine de la sécurité, il y a un écosystème en termes de recherche en France qui est absolument incroyable. Donc les talents techniques sont là. Et je pense qu'une difficulté traditionnelle qu'on a eue en France, c'est un peu de se dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à marketer ces talents techniques et à productiser les choses que ces gens brillants arrivent à concevoir. Et donc, c'est pas une caricature. Hein. Je pense que si on voit l'accompagnement public versus privé qu'on a aux États-Unis, on arrive à être beaucoup plus efficace sur le taux de transformation d'un succès académique en un succès commercial. C'est hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'avec JB, on a la chance de se connaître depuis quand même quelques dizaines d'années maintenant, on peut dire ça. Donc on sait de là où on vient. Donc on connaît très bien, même si on reste assez jeune quand même, on connaît très bien l'écosystème français. Et William le sait. Alors à notre façon, certes, mais je pense que en fait, il y a cet aspect marketing qui est hyper important. Où en France, globalement, je vais peut-être pourquoi changer alors que historiquement ce marché génère beaucoup d'argent. Pourquoi créer des choses nouvelles alors que tout le monde gagne beaucoup d'argent? C'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. Donc pourquoi marketer cet écosystème, ou en tout cas sur une philosophie où nous, quand on était un peu plus jeunes, on voyait les choses un peu différemment. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus difficile, mais après, ce qui est important c'est alors nous, on reste français, donc on a fait la révolution, c'est de savoir contre qui on veut faire la révolution. Donc après, on doit transposer, je pense qu'on a des valeurs européennes et françaises qui aujourd'hui créent vraiment de la valeur à l'export. Et je pense que c'est là où
où la technicité, la qualité, les valeurs européennes, notamment autour sur notamment les données à caractère personnel, tout ce qu'on a vu émerger, toutes ces questions, ça crée pour nous de la valeur, en tout cas sur le marché asiatique notamment. Je suis assez d'accord qu'au final, l'IT, pour en avoir fait beaucoup côté défense, dans le défensif, monter des grosses infras, en fait on n'a jamais été trop le DevSecOps, tout le monde en parlait pour faire style autour d'un bon whisky, mais personne n'en faisait en fait. Globalement, à part en Europe, je sais pas, on va regarder, c'était vraiment développé dans le Nordique, les US, Israël, etc. Mais en Europe, France, encore moins, et on le voit beaucoup plus avec des sociétés qui font partie de du FT 120, du Doctolib, etc., qui ont des cultures assez jeunes, que des vieux mastodons qui font du DevSecOps en 2022-2023. Hein, mais avant, ils n'en faisaient pas. Donc quand on a des solutions hyper agiles qui sont dans le SaaS, comme ce qu'on avait, en fait, c'est assez difficile, au final, d'aller tout de suite sur le marché français. En tout cas, moi, ce que je conseille, clairement, et moi, j'ai pris conscience de ça, c'est que tout de suite, on m'a dit, moi, comme toi, mais sur ce qu'on disait tout à l'heure, toi, US, mais quelqu'un qui a une société qui l'a revendue, ils étaient 500. À la fin, il m'a dit, en fait, en France, ça n'a pas marché. Je suis parti direct à Singapour. Et une fois que j'avais 98% du marché asiatique, je suis revenu en Europe. Et puis, 5 ans plus tard, en fait, ça a pris la France prenait 20% de son chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas voir devant sa porte. Je pense que quand on fait du logiciel, il faut tout de suite aller à l'export. Il ne faut pas attendre, parce que ça met du temps. Et ça, c'est hyper important. Après, et en plus, ça va coûter moins cher que les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de l'export coûtera beaucoup plus cher parce qu'il y a plus d'acteurs sur le marché qui font du SaaS, et ça s'est internationalisé. C'est plus réservé au marché américain et au marché israélien, c'est vraiment toute l'Europe. Hein. Vous avez des startups qui émergent partout en Europe, en Asie, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, la culture du SaaS, pareil, hein, tout le monde en parle, mais personne ne sait le vendre. Voilà. Et essayer de me trouver un bon directeur marketing qui fait du SaaS, à part dans les sociétés américaines, qui sait vendre du SaaS, au final, t'en trouves pas en Europe. Enfin, t'en trouves très peu, même encore aujourd'hui. Encore moins en cybersécurité, hein, je vous laisse imaginer. C'est toujours plus simple de vendre de l'humain, comme on fait depuis 20 ans. Je vous vends un prestat que je vous vends X jours, et puis qui va vous sortir toujours les mêmes applications pour se sécuriser. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les choses où on s'est confronté vraiment dès le démarrage. Et du coup, nous, on était très vite à l'export, très vite l'Asie. Parce que l'Asie, géopolitiquement parlant, a besoin des valeurs européennes d'une certaine façon, et de sortir un peu de l'emprise israélienne, américaine. Et en plus, la France a de très bonnes relations géopolitiques avec l'Asie, notamment à Singapour. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des technologies à double usage. Donc une technologie à double usage, c'est comme une arme à feu, on peut faire le bien ou le mal. Donc c'est pour ça que c'est très surveillé en tant que tel. C'est aussi très scruté, comme tu as dit, quand tu as vendu. Et puis derrière, il y a un peu cet aspect souveraineté. Donc encore plus maintenant, qui est un peu plus marqué sur des applications qui sont françaises, européennes, asiatiques, etc. On le voit qu'il y a un peu un recul là-dessus sur l'utilisation de ce genre d'outils. Et après, le marché de l'investissement, l'écosystème français, comme je le disais, c'est un peu, nous, on a cette culture latin, on est un peu à la politique de l'autruche. Et les anglo-saxons, ils savent ce que c'est du risque. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on sait gérer du risque en termes d'investissement ou du risque cyber, mais en fait, au final, personne ne veut prendre de risques. Tout le monde veut gagner de l'argent à la fin. Mais on veut mettre de l'argent dans des boîtes en cyber, mais en fait, on ne connaît pas la cybersécurité. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on a plus de fonds qui sont spécialisés. William en représente un. On voit que ça s'est consolidé, notamment par l'attraction qu'il y a eu ces dernières années, le marketing qu'il y a eu tout autour de ça. Et nous, quand on a monté les boîtes, moi j'ai monté en même temps que JB, donc je vois à peu près 2015, 2017 aussi, 2018, je vois à peu près qui y avait sur le marché en France. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup, il y avait vraiment cet aspect vision, et tout le monde se dit expert de la cybersécurité, mais au final, vous avez vu, vous avez 3 personnes qui ont des applications différentes, qui arrivent sur des pans différents en termes de cybersécurité. C'est hyper vaste, comme tu l'as dit, en termes de verticaux. Donc tout le monde, la cybersécurité, imaginez, tout le monde, c'est quoi? C'est l'antivirus, le spam avec les fautes d'orthographe, et puis qu'est-ce qui reste que tout le monde connaît,
je sais pas, maintenant il y a sûrement plus de choses, mais bon. Bref, donc voilà, donc c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a un peu le melon à la française et un peu moins à l'européenne. Mais du coup, ce qu'on voit beaucoup là en ce moment, notamment depuis 12 mois, c'est que justement des gros fonds américains, plutôt d'accélération, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a personne en France ou en Europe qui est capable de mettre des tickets à 50, à 100 millions, parce que des fonds de grosses, donc c'est une fois que vous avez passé un certain cap et vous accélérez. Donc typiquement, je pense que vous avez 3 sociétés qui sont plutôt sur ces métriques-là, bah, personne ne sait le faire. Et en fait, c'est les Américains, ce qu'ils font en ce moment, ou les Anglo-Saxons plus généralement, c'est qu'ils vont prendre des gens qui parlent un peu français, un peu espagnol, ils les mettent à Paris. Voilà. Donc il y a plein de fonds américains qui sont arrivés à Paris dernièrement, en tout cas sur les 6-8 mois, et là ils vont investir. Parce que là, c'est maintenant qu'il faut investir. Ils savent très bien qu'ils vont gagner sur les valos, puisqu'on est dans une conjoncture qui est plutôt... voilà, le marché, on verra en 2023. Donc voilà, mais après, cette notion politique, on l'a vu, mais bon, je pense que la notion politique, elle vient aussi que c'est de la technologie à double usage. La souveraineté d'un pays vient aussi de sa capacité à créer de la technologie à double usage. La technologie. Donc la cybersécurité en fait partie. Donc ça fait partie de tout un cheminement intelligent et politique, mais qui va porter un secteur privé. Et le secteur privé, voilà, nous y voilà. Mais on a toujours, il faut être patient. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais il ne faut pas s'attendre à rester chez soi. Il faut aller très vite à l'export, voir ce que font les autres. Et je pense que c'est la clé du succès, parce qu'au final, tous les trois, on est assez présents à l'export. On n'est pas resté dans notre France, notre beau pays. Il faut rester en France pour les côtes de bœuf, en fait. Et justement, quelles sont un peu les pistes d'amélioration et juste l'évolution un peu de cet écosystème cyber? Il y a quand même pas mal, malgré un peu la comparaison aussi de l'écosystème français avec l'idée d'aller à l'international aussi assez vite, il y a quand même aussi quelques points forts qui ont été ressortis. Il y avait le côté transition, la bonne recherche académique des bons ingénieurs, la transition parfois vers une application business. Et il y a aussi l'exemple dont on voulait parler aussi, c'est que même au niveau peut-être du manque de culture SaaS et cyber en France, on voit quand même de plus en plus d'entreprises qui essayent d'instaurer un peu cette culture cyber via les MOOC, détecter le phishing, etc., avec plein d'entreprises qui émergent un peu en France. Et même au niveau de la formation très en amont, il y a des débuts de masters spécialisés, que ce soit dans les écoles d'ingé, dans les facultés. On voit même maintenant des écoles spécialisées, je pense à Oteria par exemple. Est-ce que c'est pas quelque chose quand même que vous commencez à voir en cyber, où il y a encore vraiment un peu cette pénurie de talent, ce manque de profil, ou parfois un peu de manque d'attractivité d'écosystème cyber auprès justement de ces profils qualifiés qui, on estime, qui existent en France? Ok, j'y vais. Bonne question. Pénurie de profil. En fait, je pense que la pénurie de profil, elle est dans tout le monde de l'ingénierie logicielle aujourd'hui. Toutes les entreprises qui ont besoin d'ingénierie logicielle ont du mal à embaucher. Il y a une énorme guerre des talents. Il y a une guerre pour essayer de retenir les développeurs. C'est très dur. Là-dessus, il n'y a que 50% de la population qui est ingénieur. Il y a très très peu de femmes ingénieurs, donc c'est aussi des problèmes culturels qu'on a en France et en Europe, sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc ça c'est vrai. Il y a aussi en fait, comme je disais tout à l'heure, la sécurité, on s'est posé le problème très très tard. Donc toutes nos technologies ne sont pas adaptées à la sécurité, et de la même façon, nos cultures et nos outils ne sont pas encore parfaitement adaptés à la sécurité. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour les opérer. Il faut avoir 5-10 ans d'expérience en cybersécurité, avoir un diplôme d'ingé, savoir écrire du code. Ça ne peut plus exister. Il y a quelques mois, j'entendais une conférence qui s'appelle We Need, on a besoin de talents médiocres en cybersécurité. Et c'est évidemment un titre qui est extrêmement provocateur. L'idée, c'est de dire il faut qu'on ait des outils qui soient utilisables sans avoir un bac plus 7 en sécurité. Et donc, ça doit se démocratiser. Et c'est une chose qu'on voit heureusement arriver aujourd'hui dans le monde de l'entreprise notamment, où en fait, la sécurité, c'est plus le responsable de la sécurité qui va taper sur les doigts des gens qui doivent modifier leur comportement pour changer la sécurité. C'est au contraire dire aux gens, toi tu es responsable de ça, c'est ta fonction dans l'entreprise, mais n'oublie pas qu'en plus d'être
agréable envers tes collègues et bienséant, tu dois aussi ne pas oublier le pan cybersécurité de ce que tu fais. Tes gestes ont un impact. Et donc, en fait, ça doit simplement être une nouvelle dimension que les gens ont en tête et non pas une nouvelle casquette, mais c'est une espèce de nouveau devoir en tant que citoyen dans une entreprise ou dans la vie qu'on a d'avoir une bonne hygiène en termes de sécurité. Donc tout ça pour dire que oui, il y a une pénurie de talents. C'est pas propre à la cybersécurité, c'est propre au monde du logiciel. Et la cybersécurité, c'est souvent encore une spécialisation après souvent un diplôme d'ingé. Il y a de nouvelles formations, mais voilà, ça nécessite tout un changement culturel pour résoudre et résorber un petit peu ce problème de talent. Et pour le coup, ça n'est pas que en France, ça c'est mondial. Je pense qu'il y avait un peu deux sujets entre les spécialistes cyber et la sensibilisation cyber, et qui ne sont pas forcément les mêmes problèmes. Mais de toute façon, la cyber, c'est un sujet qui est en croissance. Du coup, ça crée des postes. C'était l'objectif de la stratégie nationale d'accélération. Le problème, c'est que ça crée des postes. En plus, il y a eu le Covid. Donc, en 2020, il y a eu 0 formation et encore plus de besoins cyber. Donc, ça a créé un trou peut-être plus important. Et en fait, il y a une inertie. C'est-à-dire qu'il y a une création de postes parce qu'il y a un besoin, il y a une demande sur la compétence cyber. Du coup, ça va tirer, et ça commence à tirer des nouvelles formations en cyber pour des spécialistes. Et après, au début, toujours peut-être un peu maintenant en fonction des écoles et des formations, il y a une problématique d'attirer des gens dans ces formations. Donc on a 3 niveaux de vitesse qui sont création du besoin, création de la formation, puis la création de l'attractivité de la filière. En plus, la filière cyber, elle bénéficie de cette image du hacker avec la capuche dans son garage, qui fait que exactement. Ça exclut toute une partie de la population qui pense que comme il n'a pas de capuche, il ne peut pas faire de métier dans la cybersécurité. Donc ça, c'est un problème probablement sur le long cours, et je trouve qu'en France, on n'est pas très fort sur attirer les jeunes dans les technologies de manière générale. Sur le numérique, encore moins, et sur la cyber, encore moins. Le fait que ce soit très peu féminisé, je pense que c'est vraiment, ça symbolise le fait qu'on n'est pas bon pour créer des vocations sur ces sujets-là. À l'opposé, par exemple, en Israël, je trouve que c'est un super modèle. Ils initient les jeunes très très tôt à différents sujets, et puis quand ils arrivent au lycée, ils ont déjà identifié pas mal de jeunes qui pourraient s'intéresser à la cyber, au numérique, et je pense que c'est important qu'on soit capable de sensibiliser nos jeunes à ces problématiques-là, parce que sinon on ne peut pas arriver quand ils sont à la fac ou en école d'ingénieur et leur dire maintenant pourquoi est-ce que tu n'es pas allé vers la cybersécurité ou vers le numérique. C'est un peu tard. Donc je pense que cette problématique-là, si on veut créer et nourrir cette filière, ce secteur cyber, il faut pouvoir se structurer sur toute l'éducation, et ça commence très, très jeune dans l'éducation. Et après, il y a la problématique de la sensibilisation cyber. Et ça, la sensibilisation cyber, effectivement, c'est le problème de tous. C'est un problème qui est beaucoup plus massif. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, l'humain, ça devient de plus en plus le maillon faible. Alors, il y a un problème technologique qui a fait que c'est lui qui est le maillon le plus faible, mais il y a aussi cet aspect qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique. Il y a 15 ans, on n'était pas dans un monde aussi numérisé. Et du coup, ça a créé un décalage. On parle de temps en temps de la fracture numérique. Ça inclut forcément une fracture cyber. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser le numérique, et sur la cyber, on a quand même démarré avec un peu de temps de retard, et du coup, ça crée aussi cette fracture sur ces usages sécurisés qu'il faudrait avoir. Donc, je pense que sur ça, c'est probablement un problème qui est beaucoup plus grand d'envergure, parce qu'aujourd'hui, on a des gens pour qui la sécurité cyber n'est vraiment pas un souci, en fait. Et ça va prendre beaucoup de temps à sensibiliser, et beaucoup de temps à ce que les gens prennent conscience que c'est le problème de tout le monde, et que si eux, ils ne prennent pas les bonnes habitudes, eh bien, ils mettent en péril potentiellement toute une institution ou l'entreprise dans laquelle ils bossent, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut bien différencier les deux sujets, parce qu'il y en a un qui, même s'il a l'air aujourd'hui d'être très dur à résoudre, qui est de recruter des experts en cyber, va se résoudre, parce que ne serait-ce que côté État, on injecte beaucoup d'argent pour la création de formations, et on va finir par faire de la sensibilisation aux jeunes et d'attirer des profils. Par contre, la partie sensibilisation de la population, et que les gens prennent conscience de la problématique et intègrent dans leur vie au quotidien, dans leurs habitudes, et c'est extrêmement dur de créer des habitudes, les bonnes pratiques cyber, à mon avis, ça c'est un vrai problème pour encore pas mal de temps, et qui ne va pas se résoudre si facilement. Moi, je voulais rejoindre un peu sur ce que tu disais sur Israël. Il faut quand même, pour avoir côtoyé pas mal de mes concurrents sont israéliens,
c'est plus que, je dirais, la formation à l'école. Hein. C'est des gens qui sont quand même un état où il y a un service militaire de 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Et la majeure partie des fondateurs de start-up de cybersécurité israélienne viennent de la même unité de combat, hein, qui c'est la Security Israeli Defense Force, qui sont des gens qui font, qui protègent finalement Israël contre des attaques de sécurité. Donc je faisais un peu plus. Je ne sais pas si en France on sera capable et on fera jamais ce genre de choses. J'en doute très fortement qu'il y ait un retour du service militaire et un service militaire de 3 ans fort. Donc c'est effectivement un vrai défi, je pense, d'arriver à ce même niveau de commitment, hein, même dans leur. Il y a on sent un peu le côté, moi personnellement je l'ai beaucoup senti chez nos compétiteurs, que c'est plus que faire une boîte, hein, c'est un vrai enjeu presque de leur état, hein, d'être fort sur le secteur. Et moi je rejoins beaucoup Jean-Baptiste sur, effectivement, moi je l'ai vécu personnellement, c'est même, j'ai créé avec mon cofondateur Guy Cardienne en sortant d'école. On était 2 ingénieurs de grande école, plutôt formation d'ailleurs machine learning. On n'a jamais vraiment fait de formation de cyber, hein. Je ne suis pas un baroudeur comme vous deux de la cyber. Et finalement, je pense que ça a été une de nos plus grandes forces, d'essayer de réinventer quelque chose sans avoir forcément l'expérience, d'essayer de faire des choses simples et compréhensibles. Et c'est moi j'insisterais plus sur la partie produit. Et ce qui a été chez nous le vrai facteur de succès, c'est on n'avait pas l'expérience cyber, on avait 0 réseau de cyber, on connaissait 0 CISO. Donc en fait, pour vendre, il a fallu faire le meilleur produit qui existait, le plus simple, faire les meilleurs sales collatérales, le meilleur marketing et avoir une pensée très produit. Et je pense que pour le coup, en France, on a tout pour. On a des très bons ingénieurs. Je pense qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs au monde en développement. D'ailleurs, c'est pour ça que les boîtes américaines viennent recruter en France, que Datadog recrute tous ses ingénieurs en France, que tous les gens qui font du machine learning ont été débauchés de France pour aller aux US. Et voilà, c'est une question aussi de dire que je pense qu'il faut pas insister sur ce côté trop expert. Tout le monde peut réussir. Il y a tellement d'opportunités en cyber, il y a tellement de problèmes. Et c'est finalement des choses très simples, hein, qui marchent, hein, pour nous. J'estime que le problème qu'on résout, trouver des secrets, voilà, c'est pas trop con. Je pense qu'un enfant de 12 ans peut comprendre le problème. D'ailleurs, un hacker de 12 ans peut exploiter la faille. Et c'est pareil pour le phishing, c'est pareil pour ces attaques par effectivement vol d'identité. Même les gros hacks sont faits par des jeunes, hein, de 15 ou 16 ans qui sont très précoces aussi sur leur talent, mais qui finalement n'ont pas forcément une grande expertise. Et je pense que ça, c'est important aussi à voir. Il y a aussi une partie produit d'ingénieurs, et après, l'expertise de cyber vient en plus, mais il n'y a pas besoin d'avoir 40 ingé cyber pour faire une boîte de cyber. Enfin, en tout cas, chez nous, il y en a 0. mais on l'est devenu, je dirais, avec le temps. Je n'irai pas jusque-là, mais donc c'est aussi un enjeu tech et produit. Ouais, je pense que c'est une bonne remarque parce que du coup nous on est plutôt, avec mes associés, c'est quand même des gens qui sont plutôt une expertise, on va dire, hacking, etc. Et parfois le côté produit, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, Yes2Hack, si tu prends les 100 employés, c'est vrai que quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des experts cyber, heureusement, parce qu'on fait du SaaS, on fait du produit. Je pense qu'on dit toujours, les interfaces des Américains, c'est toujours mieux, même si techniquement, c'est moins bien. Mais du coup, si tu arrives à faire les deux, je pense que voilà, mettre ces forces-là, je pense que c'est hyper important. Et c'est clairement, on le voit bien, le succès, l'interface aujourd'hui, quand tu fais du SaaS, si tu as un truc moche, tu le vendras pas. C'est sûr. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, la cybersécurité, c'est un peu l'affaire de tous, hein. Déjà, il y a 3 millions de postes non pourvus en cybersécurité, c'est à peu près le chiffre qui est toujours le même et qui croît toujours. Clairement, il y a 7% de femmes, je crois que c'est ça les chiffres, hein. Donc ça, pareil, il y a un côté où il faut démystifier et que c'est tous ensemble qu'on va faire les meilleurs produits en cybersécurité. Il ne faut pas oublier que tu disais tout à l'heure, on a du mal à marketer la cybersécurité, mais au final, on avait du mal aussi à marketer l'artisanat, tu vois. On est un petit peu des artisans, puisque par rapport à nos concurrents, il ne faut pas oublier que la qualité à la française, c'est aussi pour ça que les gens viennent chercher les ingénieurs chez nous. On ne travaille pas pareil. Et on livre un produit à nos clients qui c'est pas pareil. Il y a tout ce service autour, parce que c'est pas qu'une plateforme. C'est pas que un logiciel qu'on vend, c'est une expertise, c'est un accompagnement, c'est bien suivre ses clients, c'est un peu ce côté le commerce à la française, quoi.
Et donc ça c'est important parce que pour l'export, les gens, ils aiment bien. Donc c'est vraiment un ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on veut monter une boîte en cybersécurité, voilà, c'est pas que un expert en sécurité qui est en cybersec qui s'est cogné la tête un matin. Il y a ça. Puis après, il y a la sensibilisation. Je pense que derrière, comme je disais, ça reste un point qui nous, il y a un enjeu sociétal derrière. Parce qu'au final, on est tous acteurs de nos entreprises, du petit trésor qu'on doit protéger pour que l'entreprise a créé et a fait proliférer. Et puis aussi chez soi, c'est pareil. Je veux dire, les bons réflexes, ils s'acquièrent plutôt au travail, au final, puisqu'au final, on déploie beaucoup de moyens pour sensibiliser. Du coup, après, chacun devient acteur et ambassadeur de cette cybersécurité au sein de son foyer. Puis après, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et aussi toutes les campagnes qui sont prévues autour, grâce notamment au campus cyber et puis tout ce que le gouvernement a prévu de faire, etc. Je pense que c'est important parce que c'est comme ça qu'on protégera nos entreprises déjà, qu'on protégera nos foyers, qu'on protégera des valeurs peut-être démocratiques, clairement, parce que on parle toujours des autres, mais il faut voir aussi que ça a des enjeux aussi sociétals sur votre vie privée, etc., la cybersécurité. Et puis vous voyez bien que toutes les données, au final, une carte vitale, c'est pas comme un mot de passe, on peut pas le changer. Vous l'avez à vie. Donc si vous faites n'importe quoi avec ça, votre carte bleue, pareil, on vous la fait pirater, vous appelez votre banquier. Bon, la carte vitale, c'est un peu plus complexe. Le numéro, vous le savez, c'est un peu comme votre ADN. Votre ADN, parlons-en. Tout ça, va falloir le sécuriser. C'est les enjeux d'aujourd'hui et c'est tous ensemble. C'est pas que une histoire d'experts, parce qu'au final, on est tous un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande, on se croise tous les jours et on l'a vu sur plusieurs problématiques. Et c'est ça qu'il faut expliquer vraiment à tout le monde. Et je pense que on n'a pas besoin d'être un pays en guerre perpétuelle, parce qu'on prend Israël. Au final, c'est un pays en guerre, technologie à double usage. En jeu, les Américains, ils aiment bien faire la guerre aussi, on le sait tous. Donc c'est pour ça qu'ils déploient beaucoup de millions milliards même sur ce genre de sujet. Mais du coup, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un pays en guerre pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière, qui sont plutôt sociétals, et protéger nos entreprises et les valeurs qui font les nôtres. Je pense que la cybersécurité, c'est ça, c'est tous ensemble. Merci à tous les quatre. On arrive sur la fin de cette table ronde. Peut-être juste pour vous laisser le mot de la fin, je vais vous demander une ou deux tendances que vous voyez vraiment là émerger dans ces prochaines années, ou même dans vos activités respectives. Ça peut être des sujets que vous êtes en train d'anticiper, sur lesquels vous êtes en train de travailler. Peut-être une ou deux grosses tendances pour vous là, importantes sur les prochaines années. Pour moi, c'est démocratisation, la sécurité qui passe de l'affaire de quelques spécialistes à l'affaire de tous, et donc à plusieurs échelles fractales, aussi bien gouvernementales où oui, on investit énormément, aussi bien de l'entreprise où chaque employé va devenir responsable de ça, aussi bien que citoyen où maintenant tout le monde a des dizaines de comptes en ligne et ok, il faut qu'on commence à apprendre à utiliser des password managers et sensibiliser notre famille à utiliser des password managers, pour reprendre l'image du foyer. Donc pour moi, démocratisation, c'est la plus grosse à la fois tendance qui est en train de se passer et qui est aussi souhaitable, vers laquelle il faut qu'on pousse pour réussir ce challenge et les prochaines étapes de notre transition technologique. Merci, tu as tout dit. Je pense que tu as complètement raison. Et juste un petit mot, c'est vraiment c'est important, c'est pas qu'une histoire de la cybersécurité, la technique, c'est pas qu'une histoire de mecs, et je pense qu'il faut vraiment expliquer que c'est tous ensemble, vraiment tous ensemble. 7% de femmes aujourd'hui, c'est pas assez. Et la diversité, ça fait aussi la force en cybersécurité. C'est important parce qu'on est tout le temps face à un problème, on doit se défendre, on doit attaquer quand on fait ce genre de choses. Et justement, la diversité, le fait que de résoudre un problème tous ensemble avec des points de vue différents, c'est ça qui fait la grande force et des futurs outils qu'on va créer, et même des produits, les interfaces, etc. Et dans l'IT, globalement, la diversité, c'est hyper important. On fera des belles choses tous ensemble. En rajoutant un peu à ce que vous avez dit, moi sur le marché, je vois aussi une forte consolidation et plateformisation, excusez-moi,
Il y a beaucoup de point solutions en cyber avec des gens qui sont très spécialisés. Hein. Nous y compris, quand on a commencé, on était très spécialisés sur notre domaine, la secret detection. Et je pense que c'est aussi une des faiblesses de certaines entreprises du marché d'être trop spécialisées. Donc, il va falloir, je pense, créer des vraies plateformes de sécurité, ce qui fait aussi sur le marché devoir créer des géants, donc devoir les soutenir en termes de levée de fonds et de financer leur croissance. Donc, c'est un peu une des tendances que je vois sur le marché. Et sur les technos, moi, je suis un grand fan de tout le mouvement, mais bon, qui existe depuis longtemps et qu'on essaye d'appliquer à notre domaine, de tout ce qui est un peu zéro trust, c'est que tout devient tellement complexe avec l'humain dans la boucle, le cloud, la digitalisation, que quoi qu'il arrive, une entreprise, elle va se faire hacker, elle ne sait juste pas où, quand et comment. Mais le côté de il m'arrivera rien, il m'arrivera jamais rien, c'est fini en fait. Et il faut juste admettre cette partie-là et un peu embrace ce principe. Voilà. Du coup, un petit point de vue un peu investisseur sur les secteurs qu'on regarde, en tout cas qu'on attend. Il y a 3 gros secteurs qui ont subi une numérisation accélérée ces dernières années et qui du coup ont un énorme besoin de cybersécurité et qui en plus vont se confronter très tôt à des réglementations. Pour nous, c'est la partie industrie. Ça fait longtemps qu'on parle de tout ce qui est cybersécurité de l'industrie, enfin des systèmes industriels, mais en réalité, c'est pas vraiment un problème qui est résolu. Les 2 autres secteurs, c'est mobilité transport, des grosses réglementations qui arrivent, avec des gros problèmes. C'est un secteur qui s'est numérisé très vite, et aujourd'hui, c'est un secteur où, quand on se retourne, on pose les questions de quels sont les niveaux de sécurité. C'est pas forcément très reluisant. Du coup, gros besoin, gros appel d'air. Et le dernier secteur, c'est le médical, qui, pour le coup, la sécurité a toujours été une question, alors plutôt centrée sur les données personnelles, mais maintenant, tous les équipements médicaux se numérisent, se connectent, et du coup, ces 3 secteurs, ces 3 gros enjeux qui vont avoir d'énormes besoins en cybersécurité. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas encore énormément de solutions de cybersécurité sur ces secteurs-là. Donc, si vous voulez créer des startups, n'hésitez pas à vous positionner sur ces secteurs-là. Maintenant, je pense qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions. Comme toute table ronde, on s'est éternisé, mais on peut prendre le temps si vous avez des questions. Yes. Merci, donc bonjour tout le monde. J'avais une question par rapport au point d'avant qu'on avait sur la sensibilisation à la cybersécurité, notamment chez les jeunes. Le lycée, c'est il n'y a pas si longtemps pour moi, et on commençait par AlgoBox, même si maintenant ils sont passés sur Python, et directement le côté sérieux, avec, je sais pas, mais bien respecter la typographie, ce genre de choses, ça dégoûtait beaucoup de personnes, alors que peut-être passer par du code ou du low-code, non, du no-code ou du low-code, pardon, juste en mettant les briques, ça peut peut-être les aider, et ceux qui ont envie peut-être derrière d'essayer de passer sur le code, et même après, aujourd'hui, peut-être les solutions de drag and drop dans les SaaS pour aider justement à l'analyse des codes pour les gens qui ne s'y connaissent pas en la cybersécurité. Vous pensez que ça peut être des choses qui peuvent être utiles pour plus tard, ou c'est trop faible en termes d'outils pour être utilisé de manière permanente? Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, si, clair. Ta question, c'est un peu le comment construire de l'attrait pour le code et les technos IT. Oui, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui écrira du code dans 10 ou 20 ans. Hein. Les outils évoluent tous très vite, le SaaS, le no-code, le low-code. Donc je pense que tu as quelques entreprises qui ont des besoins très très spécifiques, qui vont continuer à embaucher des ingés logiciels, et qu'après, oui, ça va bouger. Donc est-ce qu'on peut donner l'attrait de la machine et de l'ingénierie logicielle, qui ne se limite pas du tout à écrire du code, à d'autres, avec d'autres façons? Oui, bien sûr. Si tu te dis que tu as commencé avec du COBOL, j'imagine que tes profs étaient encore plus proches de ma génération que de la tienne. Et encore, moi, j'ai jamais écrit une ligne de COBOL. Donc oui, et ça fait partie. Et je pense que c'est aussi apprendre, comme je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais comme ce on appelle les STEM, hein, les technologies, le domaine de la science, qu'il faut qu'on arrive à rendre attractif aux enfants, et ce de façon indifférente de leur genre. J'insiste là-dessus, mais oui, ça fait partie d'une attractivité qu'il faut faire. Oui, bonsoir à tous. Merci pour les interventions. J'ai une question pour connaître. Quelle est votre position sur ChatGPT, qui fait beaucoup de bruit en ce moment? Est-ce que vous pensez que demain, on aura une super IA qui va
qui va pouvoir combler le trou de compétences qu'on a sur la cyber? C'est l'investisseur qui prend la question. Ouais, j'ai pas fait que de l'investissement dans la vie. Mais je pense que ça fait longtemps en fait que y a la pénurie de RH en cyber, donc ça fait super longtemps qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution et qui s'est dit on va automatiser la cybersécurité. Du coup, voilà, il n'y a plus qu'à faire ça et c'est bon. Et l'IA, c'est une super solution, sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas pour automatiser les problématiques de cybersécurité. C'est des problèmes complexes. Les systèmes qui sont automatiques, ils ont beaucoup de faux positifs. Du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde derrière. Mais clairement, on va dans cette direction, on va automatiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va se faire remplacer par une IA. Il y a peut-être quelqu'un qui va se faire remplacer par quelqu'un qui utilise une IA, par contre, ça, oui. Et je pense que c'est l'étape d'avant qui est quand même beaucoup plus intéressante et plus accessible. C'est ce qu'on appelle, et depuis un certain temps déjà, c'est l'aide à la décision. L'automatisation, c'est complexe. Par contre, avoir des systèmes qui aident à la décision et qui permettent d'accélérer ou d'augmenter l'opérateur humain, ça oui, ça c'est accessible. Ça, on le voit tous les jours et ça permet déjà pas mal de choses. Après, bien sûr qu'on s'attend à ce que dans des dizaines d'années, il y ait beaucoup de choses qui soient automatisées. Mais je pense qu'on en est encore relativement loin. Ceci dit, on a fait beaucoup de chemin en 5-10 ans déjà. Encore une fois, ça va très vite. Donc ça s'automatise. De toute façon, par la force des choses, comme il n'y a pas assez, encore une fois, de personnes pour gréer tous les postes, ça va dans cette direction à marche forcée. Mais il y a encore des problèmes technologiques. Il faut savoir qu'historiquement, en fait, en cybersécurité, les datasets, ils sont pas si vieux que ça. Donc et donc du coup, partant de là, de toute façon, ils ne sont pas exposés. Et donc du coup, par exemple, si on revient dans les années 2000, on a automatisé des choses en cybersec. Ça va marcher bien quand il y avait un, voire deux domaines à sécuriser. Donc là, on va pas parler de scanners, de certains scanners. Et là, en fait, quand vous avez, je sais pas, un client c'est 6-7 000 assets à sécuriser, en fait, vous multipliez les faux positifs, c'est crescendo. Et en fait, après, l'outil, en fait, il sert à rien. Parce que justement, on manque d'experts. Il faut plus de temps maintenant à traiter un outil automatique. Donc ça va être plutôt de l'aide à la décision. Mais avant qu'on y arrive sur des choses avec de la performance, on va plutôt travailler sur des datasets qui sont internes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de datasets exposés. Il faut être très clair. Personne ne les donne. Tiens. Tu m'as trigger. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça rejoint plein de points. Tu disais, il y a plein de single point, de solutions de sécurité qui sont des points seuls et qui n'ont pas d'interconnexion. C'est vrai. Moi, un des trucs, et donc shameless plug, mais un des trucs que je trouve absolument incroyable dans ce qu'on construit chez Datadog aujourd'hui, c'est justement qu'on est en train de plugger plusieurs systèmes ensemble. Et on n'est pas une solution de sécurité que l'équipe de sécurité achète et va brancher dans un coin du réseau, où effectivement, il y a aucune donnée. Enfin, on voit ce qui passe, mais on n'a aucun contexte pour décider de si quelque chose est une attaque ou pas. Nous, on est un système qui est utilisé par les développeurs pour comprendre pourquoi une application va lentement, par le produit pour comprendre si elle est utilisée, etc. Donc en fait, on est capable de brancher plusieurs solutions ensemble, et donc on a un contexte qui est infiniment plus riche que tout ce qu'on pouvait avoir sur un boîtier tout seul dans un coin de réseau. Et le gros avantage de cette approche, c'est qu'en termes de données, on a des dimensions qui sont infiniment plus riches. Et c'est pour ça qu'on a commencé à pouvoir détecter des choses qui sont de la détection de vulnérabilité automatique, de la prévention d'attaques sans signature automatique, etc., qui sont des choses qui ne pouvaient pas exister avec ces technologies un peu legacy. Donc je dis Datadog, on n'est pas les seuls, mais en tout cas ce genre d'approche où effectivement la donnée est en train de se multiplier parce qu'on a une démocratisation des usages, je reviens sur la démocratisation, et les outils qui permettent de faire de la sécurité sont en train de changer de main. Tout ça permet d'avoir des datasets qui sont beaucoup plus riches et qui vont drastiquement changer la donne. Alors effectivement, j'ai pas de façon d'appliquer un modèle tel que ChatGPT de façon intelligente à ça aujourd'hui, mais c'est évident que ces approches vont aboutir à des choses encore difficiles à imaginer. Je sais pas demain, mais c'est sûrement l'année prochaine en fait. Je pense que c'est bientôt. Je dis pas qu'on va résoudre le problème de la sécurité dans le monde, hein. On arrive à la conclusion de cette table ronde. Merci à tous les quatre pour votre participation, vos insights. Merci aussi à tous d'être venus et aussi aux personnes qui nous ont regardés en ligne. Sachez que vous pourrez réécouter ou revisionner les replays d'ici quelques mois sur nos réseaux.
Et sachez aussi également qu'on tient des tables rondes diverses sur des sujets différents. Je crois que la prochaine sera sur la gestion de communauté dans le Web3. Donc vous êtes tous conviés. Et vous êtes également conviés aussi au petit cocktail qui suit. Voilà, pour pouvoir échanger. Merci beaucoup.